Vous êtes dans l'Africa Newsroom, ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, les Somaliens sont sous le choc après l'attentat au camion piégé mené ce 14 octobre dans le centre de la capitale Mogadiscio, dans le district de Odam, un quartier commercial très animé de la capitale. Le bilan est lourd, plus de 300 victimes. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Cette émission sera largement consacrée à cet attentat. Comme pour les 2 premières éditions, ce fut un franc succès pour le 3e sommet des entrepreneurs africains initié par l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu, un sommet qui a refermé ses portes ce samedi à Lagos au Nigeria. Ce rendez-vous est la plus importante initiative philanthropique africaine consacrée à l'entrepreneuriat. Plus de 900 000 réfugiés ont fui le conflit au Soudan du Sud pour trouver refuge en Ouganda. Parmi eux, des femmes et des enfants, et des milliers d'autres continuent d'arriver chaque jour dans les camps ougandais. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Patrick Mboyo. Vous êtes juriste, bonsoir. Bonsoir. Également sur ce plateau, Kerwin Maïzo, vous êtes analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Et notre éditorialiste Alfred Chango, bonsoir Alfred. Merci Zahraou, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, merci de leur accueil bienveillant. Commençons par l'actualité politique. Dans l'attentat de Mogadiscio en Somalie, le bilan est désormais porté à plus de 300 victimes et des centaines d'autres blessés. La capitale somalienne vit ses heures les plus sombres à la suite de cet attentat perpétré ce dimanche. Pour l'heure, aucune revendication pour cette attaque la plus meurtrière de l'histoire de la Somalie. Marcel Farba-Maroun. En plus de 20 ans de drame et de guerre civile, l'on croyait avoir vu les pires situations en Somalie. Pas avant cet après-midi du samedi 14 octobre 2017. Un attentat au camion piégé est survenu sur le carrefour PK5, situé dans le district de Odan, un quartier commercial très animé de Mogadiscio, avec ses magasins et ses hôtels. L'explosion s'est d'ailleurs produite devant l'hôtel Safari, un établissement populaire qui n'est d'ordinaire pas fréquenté par des responsables gouvernementaux. Le bilan le plus meurtrier jamais commis en Somalie fait état d'au moins 300 pertes en vies humaines et autant de blessés. Si aucun groupe terroriste n'a encore revendiqué cet attentat, le gouvernement somalien l'impute à Al-Shabaab. Il s'agissait d'un incident tragique et c'est un signe que Al-Shabaab continue de cibler des civils innocents. Le peuple somalien a besoin de connaître plus que jamais les plans diaboliques du groupe. Aujourd'hui, il a encore une fois attaqué des civils dans une zone peuplée. Le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Mais déjà, les autorités somaliennes ont pris les devants. Une campagne nationale de dons de sang a été lancée et se poursuit actuellement dans les plus grands hôpitaux de la ville. Le président Mohamed a été l'un des premiers à participer à cette campagne. Aussi, après avoir ordonné le renforcement de la sécurité dans Mogadiscio, il a décrété 3 jours de deuil national. Aujourd'hui, nous avons tout perdu. Des personnes qui nous sont chères, participant à la lutte contre le terrorisme qui menace notre paix et notre stabilité. Oublions nos différences et travaillons pour le mieux-être de notre société. Située à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique, la Somalie souffre de troubles sociopolitiques depuis des années. Le groupe Al-Shabaab, créé en 2006 lors de l'intervention militaire éthiopienne, est lié à l'organisation Al-Qaïda. Il a mené plusieurs attaques similaires dans le passé en Somalie et dans les pays voisins. Alors plus de 300 victimes et plusieurs autres sont encore sous les décombres. Quelle est la situation ce soir en Somalie et comment s'organisent les secours sur place? Alors, avant de répondre à votre question Zahraou, je voudrais avoir une pensée émue pour les victimes et leurs familles et puis une pensée émue pour la Somalie. Comme dit le reportage, on croyait avoir tout vu, mais en réalité, on n'a encore réellement rien vu. La situation est, j'allais dire, sous contrôle, dans la mesure où le gouvernement a pris les mesures qu'il faut pour non seulement s'occuper des victimes, mais aussi pour l'enterrement des morts, et ensuite pour la sensibilisation de la population somalienne. On voit là que c'est le résultat de la dislocation au fond de ce pays depuis la chute de Mohamed Siad Barre en 1977, si ma mémoire est bonne,
Et depuis ce moment-là, la Somalie est entrée dans une zone de turbulence permanente. Ça voudrait dire aussi tout est encore à faire et à reconstruire. On a cru à tort que la paix était revenue définitivement, que le Al-Shabaab était neutralisé ou éloigné loin de la capitale, Mogadiscio. Et on s'aperçoit que malgré la présence de la MISOM et puis que les Al-Shabaab peuvent encore pénétrer jusqu'au cœur même du pouvoir pour attenter à la vie des uns et des autres. On va en reparler justement. Cet attentat n'a toujours pas été revendiqué, Patrick Mboyo. Selon les autorités, il aurait probablement été mené par les Al-Shabaab affiliés à Al-Qaïda. C'est ce que pensent les autorités. C'est ce que pensent les autorités jusqu'à présent, évidemment, parce que l'attentat n'a pas encore été revendiqué. Sauf que la Somalie, c'est un pays où certains voudraient que ça soit un peu plus calme. Après, surtout, l'épisode des pirateries qu'on a connu au début des années 2010 et qui ont été un petit peu stoppés par une coalition internationale, notamment arabe, qui s'est occupée du problème. Mais loin s'en faut, les gens oublient que les retombées de cette piraterie, c'était justement pour financer la réorganisation d'une structure terroriste qui connaît bien le terrain. Aller sur la mer, c'était simplement une façon pour eux de chercher les débouchés pour revenir en force sur le terrain, sur les terres somaliennes. Et à côté, nous avons un pays, ce qui est assez absurde, c'est que nous avons un pays, au-delà de brosser la situation assez chaotique, comme l'a dit votre éditorialiste, mais nous avons une situation sécuritaire qui peut être résolue, notamment par tous les pays qui sont à côté, chez les voisins djiboutiens. Le Djibouti accueille aujourd'hui pas moins de 4 bases internationales. Et ces bases internationales sont sur le continent africain, sur la Corne de l'Afrique, d'abord pour leurs intérêts, mais aussi pour contrôler les échanges commerciaux sur l'océan Indien, mais ils ont aussi intérêt à pouvoir sécuriser la Somalie. Moi, je me demande comment se fait-il que... Mais les Américains participent quand même, en tout cas l'armée américaine a soutenu la Somalie en 2011 pour repousser justement un petit peu les C'était surtout pour ramener l'homme le moins corrompu, celui qui était le candidat. Mais il n'en demeure pas moins que ça a quand même permis de repousser quelque peu les terroristes. Anciens réfugiés somaliens aux États-Unis pour le placer à la tête des États-Unis, mais ça n'a pas résolu le problème. De la Somalie. À la tête de la Somalie, pardon. C'était pour le placer à la tête de ça, avoir quelqu'un qui contrôle pour assurer le travail sur le terrain, parce que eux-mêmes, les Américains, gardent un très bon souvenir, un très mauvais souvenir. Ce qu'ils ne feront pas du tout, même si le feu devait descendre du ciel, c'est envoyer encore un soldat américain en Somalie. Mais les autres puissances internationales qui sont à côté, ils oublient qu'aujourd'hui, le Shabab constitue la première menace en Afrique parce qu'ils ont tué en 2016, selon l'Institut stratégique africain, plus de 4000 personnes, alors qu'il y a Boko Haram, qui est présenté comme l'organisation terroriste la plus terrifiante en Afrique. Sur le continent africain, on n'en a tué que 3500, pardon. Bon, après, on ne va peut-être pas se lancer dans un combat de chiffres. Moi, ce que je veux présenter, c'est que c'est une situation assez absurde. Nous avons des forces de sécurité capables d'aider les Somaliens à résoudre ce problème à côté, et une menace réelle par rapport à Boko Haram, mais nous avons beaucoup plus de forces qui se concentrent sur AQMI et Boko Haram et qui laissent les Shabab s'organiser et du coup reprendre le terrain. Alors pour revenir à cet attentat, Kerwin Maïzo, habituellement les Al-Shabaab revendiquent assez tôt quand même leur attentat. Pourquoi ce n'est pas le cas si c'est vraiment eux qui ont perpétré cet attentat? C'est juste la question qu'on est en droit de se poser. Généralement, les islamistes revendiquent très vite leurs attentats, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais si vous regardez la mouvance islamiste, la tendance généralement et maintenant, c'est d'utiliser des labels. Al-Qaïda est un label, État islamique est un label, et les Shabab, c'est une espèce de franchise qui dépend beaucoup plus d'un label. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un nouveau mouvement, peut-être, qui a commis cet attentat. Et si c'est un nouveau mouvement, alors là, j'ai un double raisonnement. Vous savez, les États-Unis, lorsqu'ils ont fini la guerre du Golfe, ils ont pris du matériel en Irak et au Koweït. Ils sont venus faire la guerre en Somalie et ils l'ont perdu. Le film « La chute du Faucon Noir » nous le rappelle. Maintenant que l'État islamique est défait juste en face de la Somalie, ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes
ait pensé à leur recyclage, à leur avenir terroriste, et pour venir prendre pied au niveau de la Somalie, parce que c'est à partir de la Somalie que le nouveau combat va commencer. Je vous informe qu'il y a un groupe islamiste qui a fait une vidéo qui se trouve dans des sites islamistes menaçant la République démocratique du Congo. Et chaque fois qu'on parle d'islamistes en République démocratique du Congo, le nom de la Somalie est évoqué. Donc pour moi, je pense que ça ne serait pas les Al-Shabaab, ça serait des gens venus... un groupe terroriste qui est en train de se constituer. Un nouveau groupe venu de la Syrie, de toute cette région, et qui est en train de se recycler. L'État islamique... Oui, en train de se recycler dans la région. Alfred. On pourrait aussi penser autrement. C'est-à-dire que cet attentat n'était pas destiné à tuer les populations civiles, mais les responsables politiques, parce que jusqu'à présent, Al-Shabaab s'en prend toujours... Oui. aux responsables politiques de la Somalie pour créer cet État, maintenir cet état de chaos. Et que là, c'est une erreur de cible possible qui a fait que des civils ont été tués alors qu'ils n'étaient pas le destinataire. Autrement dit, ce véhicule bourré d'explosifs a explosé au mauvais endroit, au mauvais moment, et que ce n'était pas la destination ultime. Et donc, du coup, ça pose la question, comme on l'a dit dès le départ ici, de la sécurité, enfin, de la capacité de la Somalie à maîtriser, à assurer la sécurité au niveau de Mogadiscio. Comment se fait-il qu'un tel véhicule, bourré de tant d'explosifs, se soit trouvé à cet endroit-là, à ce moment-là? Où sont les forces de sécurité? Où sont les renseignements? Et là, vous avez évoqué les Américains, etc. Mais enfin, bon, on nous dit qu'il y a des drones qui surveillent l'espace somalien. Quels sont les résultats? Donc là, il y a des failles. Il y a des faillances énormes, justement, qui font qu'on en arrive à ce genre de tragédie. J'aimerais peut-être dire quelque chose. Je suis en partie d'accord avec ce que notre éditorialiste vient de dire, mais je vais rejoindre Kéroune sur un point qui va peut-être entrer en contradiction avec ce qui vient d'être dit. C'est que l'explosion n'a pas eu lieu dans un quartier où on trouve des institutions. L'explosion a eu lieu sur une place qu'on appelle kilomètre 5. C'est un carrefour où on retrouve des commerces, des immeubles, des hôtels. Quartier très populaire. Quartier très populaire. Il n'y a pas eu un camion qui a explosé, mais 2 camions qui ont explosé en l'espace de 2 heures. Et cela change de stratégie, parce que jusque-là, c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est que les Shabab nous avaient habitués à s'en prendre aux institutions, aux responsables politiques pour entretenir souvent des hôtels où il y a un personnel diplomatique, etc. Ou des étrangers simplement. Mais là, là où je pense que Kéroune peut avoir raison, c'est que cette façon de faire ne ressemble pas trop aux Shabab, parce que les Shabab sont d'abord des Somaliens qui sont habitués à lutter un petit peu avec une idéologie nationaliste, si on peut le dire ainsi, mais le style qui consiste à frapper au cœur de la population est un style qui nous apprend simplement que qu'on voit ces genres d'événements, c'est-à-dire qu'il y a une mouvance qui vient d'arriver, une mouvance en réalité commandée depuis l'étranger. On a vu cela avec l'émergence de l'État islamique, on a vu cela avec Al-Qaïda quand il a commencé à répandre la terreur dans le monde. Arriver dans un pays, sur un nouveau terrain de djihad et s'en prendre à la population, c'est la signature d'une nébuleuse qui vient de l'étranger et qui vient s'installer dans un pays pour essayer de conquérir le terrain et redistribuer les cartes, justement. Et il y a un élément qui corrobore ce que j'ai dit. La Turquie est en conflit avec l'État islamique. Or, c'est la Turquie maintenant qui porte l'économie somalienne. Vous savez, la société Turkish Airlines, c'est une des rares sociétés dignes de ce nom qui dessert Mogadiscio. Exactement. Et avec cet attentat, le pays qui s'est le plus impliqué en apportant du matériel, une ambulance, je crois, et un avion médicalisé, tout ça, c'est la Turquie. Donc, ça ne m'étonnerait pas que l'État islamique vienne régler ses comptes avec la Turquie jusqu'en Somalie. Alfred. Probablement, mais je ne suis pas certain qu'on puisse attribuer à l'État islamique, puisque l'État islamique est en dislocation totale. Je parle de franchise. Alors, autrement dit, c'est fort possible, mais au regard des attentats qui ont déjà eu lieu à Mogadiscio, en Somalie, par le passé, les Al-Shabaab revendiquent toujours
Pas tout de suite. Alors, Ils Alfred, attendent, si jamais effectivement ce sont les Al-Shabaab, est-ce qu'il s'agit là d'une démonstration de force, puisqu'on les a annoncés comme étant en repli depuis 2011? Je ne pense pas. C'est une manière de dire nous sommes toujours là. Ils sont toujours là, ça, personne n'en a jamais douté. Je pense que c'est une erreur qui n'était pas prévue en réalité. Et donc, qu'il y ait 2 attentats, 2 explosions, c'est compréhensible, mais les cibles n'étaient pas les populations civiles. Et que donc, parce que ça ne leur rapporte strictement rien, c'est qu'au fond, même si on part dans l'hypothèse que d'autres groupes voudraient s'installer, qu'est-ce que ça leur apporte très concrètement de s'en prendre aux populations civiles? Sinon, ce qu'on a vu, la révolte de tous les Somaliens qui descendent dans la rue pour dire la paix, halte à ces genres de choses. Donc, vous ne pouvez pas gagner contre la population. Je dis simplement que, de mon point de vue, il y a une erreur vraiment. Ça n'était pas les lieux qui étaient visés en tant que tels, puisqu'il y a longtemps que ça aurait été possible. Ce n'était pas ça qui était visé. Alors, par rapport à la RD Congo, je reste encore sceptique parce que le pouvoir congolais aujourd'hui, qui est en débandade entre guillemets, cherche par tous les moyens à justifier son maintien au pouvoir en ouvrant cette brèche-là des islamistes qui seraient entrés en RD Congo. Je n'y crois pas du tout. Les ADF Nalu et autres dans le Kivu là-bas. Il y a une nouveauté. Les communiqués se trouvent dans un site islamiste. Cette fois-ci, ce n'est pas les gouvernements. Monsieur Maïzo, quand même une question. Hein, donc, plus de 300 victimes, on le rappelle. Un attentat d'une telle ampleur ne peut pas rester sans conséquences politiques. Hein, c'est ce qu'on se dit. Alors, quelles conséquences sur la suite de la présidence Abdoulaye Mohamed? Je pense que la suite, ce sera très dur. Déjà, ce qui veut dire que son état de grâce est terminé, en 9 mois simplement. Lui qui venait de trouver un pays en guerre depuis 23 ans devait normalement bénéficier d'un état de grâce un peu plus étendu. Mais là, son état de grâce est terminé. Là, juste une petite parenthèse, je ne crois pas vraiment qu'il s'attendait à un état de grâce au regard effectivement de la situation de son pays. Mais est-ce qu'il n'avait quand même pas sous-estimé l'ampleur de la gravité de l'enracinement d'Al-Shabaab? Il avait quand même dit qu'il allait s'en débarrasser au bout de seulement 2 ans. C'est des rodomontades qu'on entend souvent quand un nouveau venu au pouvoir arrive. Non, je ne pense pas qu'il ait sous-estimé le danger Al-Shabaab, puisqu'il connaissait non seulement les effets en Somalie, mais en Ouganda ou au Kenya en particulier. Moi, je ne parle pas du fait qu'il ait sous-estimé l'aménagement. Je dis qu'il devait bénéficier d'un état de grâce parce que ce pays a quand même souffert d'une guerre, d'un état de chaos. Souvenez-vous qu'est-ce qu'un état de grâce? Souvenez-vous, un état de grâce, c'est simplement une période au cours de laquelle on dit que le nouveau gouvernement ou le nouveau chef d'État vient d'arriver. Dans une situation normale. Messieurs, on va marquer une courte pause. C'est pas normal, justement. On va marquer une courte pause. On continue d'en parler juste après la pause.